Il est temps que nous comblions les abîmes qui nous ont séparés pendant tant d'années. Ça, c'est une déclaration de Nelson Mandela. Nelson Mandela, le 10 mai 1994, jour historique, il tenait Frédéric Leclerc dans la main. Deux ennemis intimes qu'on n'avait jamais imaginé qui pouvaient se saluer, qui se détestaient comme chien et chat, mais qui ont réussi à s'asseoir sur la table de négociation pour la paix en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était divisée par l'apartheid. Les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre, avec des émeutes, des accusations de part et d'autre. Nelson Mandela nous a donc donné un exemple avec Frédéric Leclerc. L'exemple du dialogue au lieu de la guerre. Parce qu'avec la guerre, il n'y a pas de victorieux, de vainqueurs. Il n'y a que des perdants. Nelson Mandela avait une branche armée dans l'ANC qui pouvait poser des bombes, qui avait posé des bombes. Mais il n'était pas arrivé à vaincre l'apartheid avec la violence. Aussi, de l'autre côté, le régime d'apartheid avait l'armée, acheté des chars pour écraser le sale noir. Au bout d'années et d'années, l'apartheid qui avait été instauré en 1948 n'avait pas réussi à vaincre les Noirs. La bataille se poursuivait. Et l'Afrique du Sud était au bord. Mais alors au bord d'une guerre civile inarrêtable, aux conséquences inestimables. Nelson Mandela et Frédéric Leclerc se sont donc assis, en blanc et en noir, pour nous écrire l'histoire. Mais avons-nous retenu cette histoire lorsque nous voyons les multiples guerres qui se passent partout en Afrique entre frères? Avons-nous retenu l'histoire lorsque parfois nos dirigeants, lorsqu'ils tendent la main à un opposant, eh bien, tout le monde crie à la trahison? L'opposant ne peut-il pas s'asseoir avec un président? C'est le débat en ce moment. Puisque au Tchad, Succès Masra, opposant farouche, autant moi, féroce, radical au régime Déby, a finalement accepté d'être Premier ministre de ce gouvernement Déby. Bien sûr que ceci a traversé les frontières du Tchad, dans la mesure où tout le monde a commencé à se dire qu'on ne comprend pas bien ce qui s'est passé. A-t-il été payé? A-t-il trahi son peuple qui le suivait? Et puis, n'a-t-il pas considéré tous les morts qui sont tombés à cause de lui
suite aux manifestations qui avaient été organisées. Le débat ne s'est pas arrêté au Tchad. Il est allé, bien évidemment, dans ce qu'on appelle le continent, la galaxie, le Cameroun. Puisqu'au Cameroun, c'est là où on a les plus grands intellectuels qui sont forts en géopolitique, en géostratégie, en philosophie, économicologie et en philosophie. Bref, ils sont très forts. Les Camerounais. Très forts parce que l'homme camerounais, nous Camerounais, sommes toujours prompts à critiquer ce qui se passe ailleurs. Nous Camerounais sommes prompts à noter les dirigeants d'ailleurs. Nos Camerounais sommes prompts à voir que Macky Sall est sale, que Alassane Ouattara, c'est du Ouattafoufou, que Oligui Nguema, c'est une sorte de chauve-souris, que les Tchadiens, ils ne comprennent rien, n'a rien, tout comme les Ivoiriens ne voient rien. Nous, Camerounais, grands panafricanistes autoproclamés, qui ne voyons jamais ce qui se passe chez nous, nous sommes donc précipités, nous nous sommes invités à aller donner des cours aux Tchadiens qui, certains aujourd'hui, sont prêts à considérer Succès Masra comme étant le plus grand vendu de l'histoire, comme étant le plus grand traître, avec des idéologies qui ont été affichées, montrant qu'il a jonglé le peuple tchadien, le peuple africain, et qu'il est devenu tout simplement un pion de la France. Bien évidemment, je peux comprendre, c'est des partisans du leader des transformateurs. Succès Masra, qui a connu un grand succès et qui peut-être aujourd'hui se disent avoir été bafoués et qu'ils se retrouvent finalement comme des jouets entre Mahamat Idriss Déby et Succès Masra. Sauf que j'ai commencé mon topo avec la citation de Nelson Mandela. Et Succès Masra, quand il arrivait à la politique, il avait dit qu'il s'inspirait de Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait 27 ans et 190 jours de prison. Malgré tout, il n'avait pas vaincu l'apartheid. Nelson Mandela avait construit sa politique sur la réconciliation. Sur la réconciliation et non sur la vengeance. Nelson Mandela n'a pas contacté sa base, ses conseillers, pour aller négocier avec Frédéric de Clercq. Frédéric de Clercq, lui non plus, n'a pas consulté sa base pour aller négocier avec Nelson Mandela. Tout cela s'est passé en toute cachette, en toute discrétion. Nous devons d'abord connaître l'histoire avant de juger certains actes aujourd'hui. Les actes qui ne sont même pas encore posés. Nous devons analyser pourquoi cela a été fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Première des choses, la politique, il faut le dire, est basée sur le compromis. Et non la compromission. Parce que on peut avoir ses idées, son idéologie, mais
met devant vous un adversaire. Lui aussi a ses idées, son idéologie. Vous êtes deux extrémistes. Si personne ne tend la main à l'autre, eh bien, le pays va à la dérive, la guerre s'installe dans les deux camps. Je voudrais juste, avant de parler de la suite de l'affaire de Nelson Mandela, revenir d'abord sur le cas de Success Masra. Parce que le cas de Success Masra peut être confondu au cas de certains politiciens camerounais qui, eux, sont souvent partis à la mangeoire. Seuls, oui, on peut négocier seul, mais on ne va pas seul. On va pour l'intérêt du peuple. Les opposants camerounais tournent dans la mangeoire pour leurs intérêts ventriloques, nombrilistes. Et beaucoup d'autres le font. Nous ne pouvons donc pas comparer ces opposants qui sont partis dans le gouvernement, soit avec Nelson Mandela, soit avec Success Masra. Et pourquoi? Success Masra, voilà un jeune homme qui avait sa situation stable. Il a fait de bonnes études, dont Harvard, par exemple. Et puis, il est devenu cadre à la BAD, la Banque africaine de développement. C'est-à-dire, son salaire dépassait celui de n'importe quel ministre. Il est expert en fiscalité. C'est un produit rare, recherché. Il a pu bosser dans les douanes. C'est donc quelqu'un qui arrive en politique pas pour avoir des joues. Il est déjà quelqu'un d'assis, jeune, et comprend là où il va aller. Il abandonne son juteux poste, contrairement à certains politiciens francophones qui n'ont jamais travaillé nulle part, mais dont leur seul rêve est de devenir député pour manger, devenir maire pour manger, avoir des marchés. Eux, ils ne peuvent pas être considérés comme des opposants. Ces Camerounais-là, ou bien ces autres dirigeants, ou plutôt ces opposants francophones. Success Masra est donc arrivé et a été candidat à l'élection présidentielle de 2018 au Tchad. Sa candidature a été refusée, sous le prétexte que son parti politique, les transformateurs, n'était pas encore agréé par l'administration territoriale. Mais, contrairement aux autres, il a fait ce qu'on appelle la descente sur le terrain. Il a parlé à la jeunesse, il a parlé à la population qui était dans la souffrance. Il était au contact du peuple. C'est comme ça qu'il a créé un mouvement autour de lui. Lui qui est chrétien, il a réussi à réunir même les musulmans. Voilà la première des choses. Pas de tribalisme, pas de clanisme. Je viens et il a tracé sa politique. À savoir d'abord la justice pour tous, exactement comme Nelson Mandela, lui aussi le déclarait le 3 mai 1994, que le seul objectif qu'il a finalement eu à atteindre, c'était la justice pour tous. Success Masra s'est donc lancé dans cette politique où il a commencé à effrayer le régime qui, faut-il le dire, a déjà fait 30 ans sur place, en place. Donc, a des racines. Je voudrais vous rappeler
que même pour déraciner quelqu'un de son quartier, où il a déjà fait 10 ans, vous risquez vous confronter à ses voisins, à ses amis, et vous serez mal barré. Jouissant de la popularité, de sa célébrité, de sa notoriété, Succès Masra a donc réussi à dire non à ce qu'on appelle la succession dynastique. Lorsque, justement, le dictateur sanguinaire du Tchad, qui va s'autoproclamer maréchal, va mourir au front, sera assassiné au front, alors qu'il vient d'être réélu. Nous sommes donc en avril 2020. Et lorsque son fils, par une sorte de passe-passe, réussit à être installé, Succès Masra va faire les premières manifestations avec les transformateurs. Le régime va prendre peur, mais il ne va pas reculer. Et par la suite, le régime, c'est-à-dire que Mahamat Idriss Déby, qui avait promis que bon, la transition, ça devait finir en 2022, eh bien, lorsque finalement, il voit que le pouvoir est devenu sucré, il prolonge, il décide de prolonger la transition. Succès Masra dit non. D'où les émeutes du 20 octobre 2022 qui vont donc entraîner, selon le gouvernement de transition, ils diront 50 morts. Mais selon les ONG, c'est 500 morts. Les enfants ont été tués. Les femmes enceintes ont dû accoucher de façon précoce. Des jeunes ont été déportés dans une prison au désert. Mahamat Idriss Déby a fait sortir son armée des casernes, qui a tiré très fort, de façon barbare, sur les populations. Beaucoup aujourd'hui disent que c'est à cause de Succès Masra que cela est arrivé, parce que c'est lui qui a autorisé cette manifestation. Donc, si je manifeste selon la Constitution, quelqu'un vient me tuer, vous allez dire que c'est à cause de moi que je suis mort, alors que le gars a manifesté conformément à la Constitution. Et d'ailleurs, lui-même, il a eu 2 convocations qui finalement avaient été tantôt reportées, ou ceci et cela, où il a été aspergé. Lui-même était en danger de mort et a dû quitter le Tchad en passant par le Cameroun. Arrivé au Cameroun, bien évidemment, Paul Biya, qui est le père de Mahamat Idriss Déby, qui l'a vu qui l'a vu donner l'onction que c'est bon puisque la France t'a dit accepté, eh bien, il s'est senti en danger. Il est donc parti aux États-Unis. Il est parti se réfugier. Être réfugié politique n'est pas une lâcheté. Même De Gaulle, pour venir libérer la France, est venu se réfugier en Afrique. Et beaucoup de gens qui se trouvent aujourd'hui au pouvoir, même les Sassou Nguesso qui se disent forts, ils ont été en exil en France. Félix Tshisekedi, excusez-moi, Tshisekedi, qui aujourd'hui, en RDC, il était en Belgique. Alpha Condé était lui-même en exil. Avant de devenir chef de l'État, il était opposant. Donc, aller en exil ne veut pas dire trahir, ne veut pas dire faiblir.
Ça veut juste dire reculer, s'organiser et surtout avoir un carnet d'adresses parce qu'aucun État ne fonctionne en vase clos. Il faut des relations internationales, il faut un lobbying. Et c'est ce qu'il est parti faire. Il a réussi à le faire. Maintenant, retourner au pays, il ne pouvait pas. Puisque le régime Déby lui a lancé un mandat d'arrêt international depuis juin 2022. Mandat d'arrêt international. Aujourd'hui, il a réussi à faire lever ce mandat d'arrêt. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi, qui n'est pas un agent de la France, je vous dis d'ailleurs, Félix Tshisekedi est plutôt considéré actuellement comme un agent anti-français, puisque d'ailleurs il vient de gagner l'élection devant Katumbi, qu'on considère comme le pion de la France. Félix Tshisekedi a donc organisé ce qu'on appelle une concertation, un dialogue entre les deux hommes forts du Tchad. Pourquoi c'est les deux hommes forts? Ça va nous ramener au Cameroun. Parce qu'on a organisé au Tchad, c'est-à-dire que Mahamat Idriss Déby, avec les partis satellites, ils ont organisé ce qu'on appelle le dialogue inclusif. 233 partis sur 237 sont partis au dialogue. Succès Masra, à l'instar de Campo, a refusé ce dialogue. Au Tchad, tout le monde a dit, Succès Masra est d'ailleurs le ministre de la Communication, mais le premier à dire, ça c'est un petit parti qui n'a que 2 quartiers. Hein? Au Tchad, ils vont nous faire quoi? Hein? On n'a même pas peur de lui. C'est lui, c'est qui là? On a tous les partis politiques qui représentent le Tchad, on va faire le dialogue et tout et tout. Succès Masra n'est pas allé au dialogue. On a dit que c'était un petit parti politique qui n'avait pas de représentants, qui n'avait pas ceci, qui n'avait pas de ministre, qui n'avait rien. Mais la réalité est que, malgré tout, ce dialogue, ce ne sont pas les gens qui étaient au dialogue qu'on a invités à RDC. Tshisekedi, conscient, et parce que désigné par ses pairs, et aussi les partenaires du Tchad, qui ont dit, on ne peut pas passer et on ne peut pas continuer à vous soutenir parce que ce gars, il est très fort. Ils ont dit à Déby, tu ne peux non plus le tuer. Il faut donc négocier. Déby qui était très fort, qui a l'armée, le voilà qui, devant quelqu'un qui est entré en politique et qu'il trouvait comme un bébé, il se retrouve à négocier avec lui. Carte sur table. C'est Déby qui décide donc de suspendre, de lever le mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt international. Vous allez dire aujourd'hui, quand je vois certains panafricanistes dire qu'il a trahi. Mais admettons que Succès Masra laissait rester comme un vagabond aux États-Unis. Il allait faire comment pour mener la bataille de l'opposition? Pour faire sa campagne. Il allait faire comment pour entrer dans un palais? Expliquez-moi. Il allait même faire comment pour voyager? Et ce sont ces spécialistes, grands stratèges en communication, les pro-Soro, qui nous disent que non. Il fallait qu'il tienne. Oui, il va tenir. Nous voyons le cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro aujourd'hui, il ne sait plus. Il va en Turquie, on le chasse. Il va en Inde, on le chasse. Il va en Arabie Saoudite, il fuit. Il va là-bas. Il est devenu. Et le voilà qui passe avec la bicyclette entre la frontière du Niger, du Burkina et tout et tout. Il vit dans la clandestinité parce qu'il n'a pas réussi autour de lui à faire qu'il soit soutenu non seulement par le peuple, mais aussi par la communauté internationale. Si un opposant, fût-il n'importe qui, vous dit qu'il s'en fiche complètement de la communauté internationale,
Cela veut dire tout simplement que c'est un suicide. Parce que même les grandes puissances ont besoin des petites. Personne ne se suffit. Dans ce dialogue donc, comme je vous ai dit, il faut des compromis. Succès Masra, beaucoup ont dit mais non, il fallait voir que Nelson Mandela est resté 27 ans en prison. Mais les 27 ans en prison, 190 jours. Non, ça ne rien. Il allait mourir martyr. Point final. Mais il n'allait jamais prendre le pouvoir. Aujourd'hui, au Tchad, il faut le savoir. Mahamat Idriss Déby a le pouvoir militaire. Mais Succès Masra a le succès populaire. Et il n'est pas rentré au Tchad le 3 novembre 2023 comme un petit, tête basse, avec une queue entre les jambes, ou pour devenir un petit ministre comme les Momo Jean de Dieu. Momo Jean de Dieu n'est pas ministre. Il est juste un laveur, un valet, un laveur d'assiette. Il est rentré comme chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qu'on voit la chef du gouvernement au Cameroun là. Les Joseph John Bouté qui ne disaient rien. Qui ne voit même pas le chef de l'État. Qui ne disait rien au ministre. Il est chef de gouvernement. Cela veut dire que nous arrivons au Tchad à ce qu'on appelle la cohabitation. Et cette cohabitation n'est pas longue. Puisque il y a un carnet, ou plutôt une ligne, qui a été bien établie pendant les négociations. C'est-à-dire, il faut préparer l'élection présidentielle de octobre 2024. Dites-moi là où il perd. Il entre dans le gouvernement. Non seulement, il doit maintenant surveiller ce qu'on appelle là-bas l'ange. C'est-à-dire que une structure qui a été créée pour organiser l'élection. C'est ce qu'on demande à Paul Biya depuis. Même Maurice Kamto a dit, on ne fait que demander révision du code électoral. Voilà ce que Succès Masra, lui, a obtenu avec succès. C'est-à-dire que le code électoral du Tchad, ce sera avec Succès Masra. Ce ne sera pas Déby qui va mettre ces gens et décider ceci et cela. Succès Masra n'a pas tout vu. Mais au moins être chef du gouvernement veut déjà dire qu'il a un pied dans la maison. Vous allez dire, oh, c'est une trahison. Si on va parler de trahison, mesdames et messieurs, que dirons-nous d'Emmanuel Macron, qui a travaillé avec Hollande et qui est devenu chef d'État en écartant Hollande? Que dirons-nous avec, par exemple, Abdoulaye Wade, et qui avait recruté Macky Sall, et puis ils se sont séparés en 2008. Ils étaient dans le même parti. Macky Sall est devenu opposant. Pourtant, ils étaient dans le même gouvernement. Macky Sall est devenu président. Et puis, que dirons-nous finalement de ce qui s'est passé avec Nelson Mandela lui-même en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, Nelson Mandela, du fond de sa prison, avait compris qu'il ne pouvait pas atteindre la terre promise. Il a donc commencé à diluer du vin, à diluer son vin avec de l'eau. Il a commencé à se débarrasser de certains extrémistes qui lui disaient on ne peut pas négocier avec le pouvoir des Blancs. Parce que justement, le Blanc qui était arrivé au pouvoir, c'est-à-dire en 1989, Frédéric de Clercq, était celui-là qui avait soutenu la bataille et la maltraitance contre les Noirs. Or, quand il arrive au pouvoir, il réalise que ses prédécesseurs ont fait beaucoup d'erreurs et qu'il mettait les Blancs plutôt en danger
en voulant toujours utiliser l'armée. Il avait la force. C'est là où il réfléchit. Et du coup, nous sommes le 1er février 1991, lorsqu'il annonce devant le Parlement qu'il voudrait mettre fin au régime d'apartheid. Tout le monde le regarde comme ça et dit oui, oui. Les 3 mesures phares qui étaient par exemple que la séparation de l'habitat, la séparation de... Parce que les Blancs ne pouvaient pas vivre avec les Blancs. Nous regardaient comme ça. Il a expliqué aux Blancs. Et finalement, certains ont commencé à se calmer. Mais son armée ne voulait pas. Les extrémistes ne voulaient pas. Frédéric Leclerc a commencé à enlever la bombe. Et finalement, de l'autre côté, il a lancé des négociations avec Nelson Mandela. Nelson Mandela a constaté qu'autour de lui, personne ne voulait négocier. Tout était là, oh vraiment c'est la trahison, oh qu'est-ce qu'on va faire, on va prendre les armes, oh, il faut ceci et cela. Et il voulait arriver au pouvoir par la révolution. Donc les révolutionnaires qui doivent arriver et les autres avaient le pouvoir militaire, c'est-à-dire que le sang allait couler. Nelson Mandela, finalement du fin fond de la cellule, a accepté de rencontrer en pleine nuit au palais présidentiel Frédéric Leclerc. On l'a amené, on a fait passer Nelson Mandela au sous-sol en pleine nuit. On a déplacé le véhicule de Frédéric Leclerc, qui était le président de l'Afrique du Sud, pour venir placer la voiture de Mandela, qui était masquée. Du sous-sol, on a fait qu'il entre dans l'ascenseur que seul le président de la République utilisait. C'est là où Mandela arrive, en pleine nuit, dans le bureau de Frédéric Leclerc. Il se salue. Il commence à parler. C'était le début des négociations. Et puis, Frédéric Leclerc lui dit, je voudrais que tu sortes de la prison. Nelson Mandela dit, oui, je voudrais bien sortir de la prison, mais pas facilement comme ça, il faudrait qu'on ait... Il dit, nous allons couper la poire en deux. Je renonce à l'apartheid. Tu renonces au socialisme. Mandela dit, oui. Après, Mandela lui a commencé à lui dire, après on fait quoi? Il dit, on va faire un gouvernement d'union nationale. Nous nous sommes trop divisés. Moi, je reconnais que, étant ministre, j'ai encouragé l'apartheid. Toi aussi, tu reconnais que tu as encouragé les émeutes. Aujourd'hui, nous devons arrêter nos loups. C'est ainsi que, d'ailleurs, Frédéric Leclerc, lorsque ces sbires se sont rendus compte qu'ils voulaient négocier avec Mandela, que les rumeurs ont commencé à circuler, les hauts cadres de l'armée partaient déjà exécuter les Noirs à gauche et à droite pour créer les émeutes. Frédéric Leclerc a été obligé de chasser 28 généraux et colonels. Mandela a compris que c'était sérieux. De son côté, il a dit aux poseurs de bombes que je ne veux plus. On a déjà trop bagarré et ça ne conduit nulle part. Il va falloir calmer le jeu. Ceux qui étaient à côté de lui ont même fait une autre branche pour s'opposer à Mandela, que Mandela est en train de les trahir. Et ils doivent continuer à verser le sang, ils doivent continuer à lutter contre les militaires, contre l'armée. Ils doivent aller à la guerre comme à la guerre, à peu près comme Paul Biya et les Ambazoniens. Et c'est ce que j'ai dit à Paul Biya, qu'il fallait négocier avec les Ambazoniens. Parce que la puissance militaire contre la puissance révolutionnaire dans un pays, c'est une guerre qui ne finit pas. Je ne peux donc pas encourager le dialogue chez moi, au Cameroun. Et je m'en vais jouer le feu au Tchad en disant, les Tchadiens ne doivent pas négocier. Ils ne doivent pas négocier. Alors que même Nelson Mandela a négocié. Quand Nelson Mandela voulait sortir, Frédéric Leclerc lui a dit, pas de pouvoir tout de suite. Tu vas attendre. Je ne peux pas te remettre le pouvoir. Quel que soit ce que tu fais. Nelson Mandela a accepté.
Et finalement, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Et il y a eu dans le gouvernement d'union nationale, Nelson Mandela, quand il est sorti, il a organisé le référendum avec Frédéric Leclerc le 19 mars 1992. Même les vieux blancs racistes qui étaient contre avaient fini par voter le oui à 68,7%. Tout le monde était d'accord que maintenant on peut organiser des élections multiraciales, c'est-à-dire que les blancs avec les noirs. C'est ainsi que l'élection a été organisée en avril 1994. 3 jours durant, les noirs et les blancs étaient côte à côte. Eux qui se détestaient ne pouvaient même pas se saluer, même les mêmes transports, ils ne pouvaient pas, les mêmes écoles, c'était interdit, le même habitat interdit. Ils ont compris qu'il fallait enterrer la hache de la guerre. Frédéric Leclerc a donc joué un grand rôle, ce blanc-là, parce qu'il a reconnu ses fautes. Et aussi Mandela a joué un grand rôle. Et même quand il devient président, parce qu'il remporte l'élection en 1994, avec 63% devant Frédéric Leclerc, qui est tout content et qui va déclarer: ce n'est pas un homme qui a gagné. Ce n'est pas l'ANC qui prend le pouvoir. C'est un système qui vient de changer et un nouveau système qui va s'installer, qui va travailler avec tous les dirigeants, tous les partis politiques et toutes les composantes de l'Afrique du Sud pour le pardon et la réconciliation. Un homme politique doit avoir dans sa tête le pardon et la réconciliation. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des milliers de morts en Afrique du Sud que Mandela devait dire « continuons la guerre ». Ce n'est pas parce qu'il y a eu des millions de morts au niveau du Nigeria qu'on devait dire « continuons la guerre du Biafra », comme on le fait au Cameroun. Ces panafricains qui vous disent que c'est une trahison, n'ont rien compris. On ne devient pas président de la République par la rue. Il faut parfois connaître les rouages de la maison. Il y a ce qu'on appelle les leviers du pouvoir. Même Maurice Kamto a d'abord été dans le pouvoir. Il a vu comment ça se passe. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il peut mieux battre ce régime Biya. Parce qu'il est avec le régime Biya. D'autres ont été dans le régime et ont battu des régimes. J'ai pris plusieurs exemples. Et combien de fois Succès Masra? Il est encore jeune. Voilà quelqu'un qui est né le 30 août. Vous vous rendez compte? Presque 1981, 83, 82. Et qui aujourd'hui, 82, et qui aujourd'hui continue, c'est-à-dire qu'il continue à marquer son pas. Vite fait, il est déjà là-bas loin. Pendant ce temps, nous, les grands stratèges, les grands donneurs de leçons scrognonieux dans toute l'Afrique, nous, Camerounais, nous sommes là avec Paul Biya, 41 ans au pouvoir. 41 ans au pouvoir. On est incapable de le déloger. On est incapable de plier sa main. Succès Masra vient de plier la main à Idriss Déby. Parce qu'Idriss Déby s'est assis avec lui. Et d'ailleurs, même si Idriss Déby conserve ce qu'on peut appeler les ministères clés, d'ailleurs, aucun homme au pouvoir ne peut céder le ministère des Finances, le ministère de la Défense, le ministère de l'administration territoriale, ou encore le ministère de la Sécurité. Ça reste entre les mains de Mahamat Déby. Mais ces gens ne sont pas contents. Parce qu'ils savent qu'il a perdu des plumes. Et que maintenant, Succès Masra étant là, il peut lui-même maintenant mieux surveiller
et désamorcer ce que l'on appelle les jongleries, les falsifications, les bourrages, parce qu'il devient un élément clé pour l'organisation de l'élection présidentielle. Même s'il ne passe pas, immédiatement, il aurait ouvert une voie. Parce que, au moins, aujourd'hui, il a ce qu'on appelle une base. Et quand on voit, par exemple, Mahamat Déby, il n'a pas la même base. Mais cependant, nous ne devons pas être malhonnêtes de nous moquer de Mahamat Déby. C'est quelqu'un que j'ai critiqué quand il est arrivé. Parce que je n'aime pas cette transmission du pouvoir dynastique. Mais il faut reconnaître que comme de Clerc, au lieu de faire comme son père, à la guerre comme à la guerre, il a organisé le dialogue. Et maintenant, il cède la tête du gouvernement à un opposant. Il accepte, peut-être qu'il va se présenter à l'élection présidentielle. Et là-bas, ça va se jouer au corps à corps. Avec des armes que Succès Masra aura déjà eues. Mais toujours est-il qu'il est déjà là-bas, au Tchad. Et qu'il a déjà commencé à poser sa petite main, sa petite touche. On a pu constater tout simplement qu'un marché là à Dembé, il y a eu un incendie. Jamais les ministres ne partaient. Mais nos ministres du commerce, à peine dans le gouvernement de Succès Masra, à peine il y a eu cet incident au marché, il allait là-bas pour prendre le pouls, pour rassurer les populations. Cela ne s'était jamais fait au Tchad. Certes, il y a certains qui disent aux armes, qui peut-être sont encore dans la rébellion. Mais avec le temps, ils finiront par venir sur la table des négociations. C'est ça notre vision. C'est ça ma vision. C'est ça la vision de Nelson Mandela. C'est ça la vision des grands hommes politiques et non des extrémistes. Les extrémistes ne sont pas là pour le pays. Les va-t-en guerre n'existent pas en politique. Ils détruisent nos pays. Succès Masra, qu'est-ce qu'il aurait pu gagner en allant en guerre? Combien d'Ivoiriens seraient morts? On a vu comment est-ce que la guerre, ça s'est passé lorsque justement Soro a décidé de monter une armée, une rébellion et tout ça. Ce que ça a coûté à la Côte d'Ivoire. On a vu ce qui s'est passé avec le Compaoré. Mais les mêmes gens qui critiquent aujourd'hui Masra, ils ont soutenu les Compaoré, soutiennent les assassins de guerre, les criminels, comme les Guillaume Soro. Mais affirment Masra de toutes sortes d'épithètes de trahison. Réécoutez le discours de Maurice Kamto. Il a dit qu'il n'arrivera pas, il n'acceptera pas arriver au pouvoir en marchant sur les cadavres, avec les mains de sang, pour atteindre un objectif. Succès Masra évite juste un bain de sang. Et comme je disais que Mahamat Déby également a fait le jeu, a joué franc jeu. Et d'ailleurs, quand on essaie de regarder qui a négocié, ce n'est pas un ancien baron de la France-Afrique. C'est Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que Mahamat Déby et Succès Masra ne sont pas venus voir Paul Biya ou Sassou Nguesso ou ceci et cela. Ils savent que ça, c'est des vieux requins qui vont nous brouiller pour rien. Ils sont jeunes. Mahamat Déby a 39 ans. Succès Masra a 40 ans. Et puis,
Ils peuvent bien s'entendre. Ils ont tout le temps pour recoller les morceaux, pour refaçonner l'union. Le Tchad a trop souffert, tout comme tous nos pays. On préfère, certains d'un côté, ils appellent les autres les terroristes. Mais les terroristes là, ce sont tes frères. Et par la suite, on achète des armes pour s'entretuer. Ça profite à qui? Ça profite justement donc aux vendeurs d'armes, qui sont généralement des Occidentaux. Mais si au moins aujourd'hui, lui n'a pas signé pour l'achat des armes, pour entrer dans la rébellion, pour faire une lutte armée, il faut le féliciter. Il faut les féliciter. C'est vrai qu'on ne répare pas un verre qui est déjà cassé. Mais dans toute chose, même dans la Révolution française, il y a eu des morts. Dans toutes les révolutions, il y a des morts. Et peut-être que demain ou après demain, certains pourront payer. Mais pour pouvoir payer, il faut que Succès Masra puisse arriver au pouvoir. Puisque les assassinats, les crimes de guerre, on ne les efface pas de revers de la main. Même la CPI pourra ouvrir des enquêtes. Donc cette stratégie d'aller par devant devrait plutôt nous inspirer, au lieu de passer le temps à jongler toujours dans l'antichambre pour avoir un petit poste qui ne sert à rien. Et les chefs de gouvernement, est-ce que vous comprenez ça? Comprenons ça. Il est chef de gouvernement. Et il n'est pas là ad vitam aeternam. C'est-à-dire que ce gouvernement de transition prend fin en octobre 2024. Et le gouvernement, ce gouvernement a des points précis, des incendies qu'il faut éteindre. Tels que, première des choses, les désaccords sur le code électoral. Nous, aujourd'hui, on va dire que, mais attendez, il fallait rejamber. Mais malheureusement, pour nous, grands connaisseurs camerounais, long crayon, nous oublions une chose. Respectons les décisions des peuples. Un référendum a été organisé au Tchad le 17 décembre 2023. 63% de Tchadiens ont participé. Le résultat est sans appel. 86% ont dit oui à la nouvelle constitution. Comment vous voulez que ailleurs, nous félicitons le peuple nigérien, certains félicitent le peuple nigérien, que oui, leur nouvelle, ou bien le peuple burkinabé, ailleurs le peuple malien, mais le peuple tchadien, lui, ne peut pas aussi organiser sa constitution, son référendum. Il y a un problème. Chaque peuple doit être souverain. Et ces décisions doivent être respectées. Même si je n'étais pas d'accord, je m'incline par rapport à la volonté majoritaire du peuple tchadien. Parce que la définition de la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Et d'ailleurs, dans la réconciliation nationale, c'est là où les minorités, les majorités viennent donc s'assembler pour se pardonner. Comme par exemple également ce qu'il y a eu au Rwanda. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Main dans la main. Personne, avec un seul parti, aujourd'hui ne peut diriger le Tchad, ni le Cameroun. Même si Maurice Kamto arrive au pouvoir, lui-même, il ne va pas chasser tous les fonctionnaires qui sont du RDPC. Tous les secrétaires d'État, les hauts cadres, les gens de l'armée, les ceci et cela. Vous imaginez ça? Non, ça n'existe pas. Camerounais égale Camerounais. Qu'on ait des différences d'opinion, d'idéologie, qu'on ait été dans l'Ancien Testament ou ceci et cela, et d'ailleurs qu'il y a
de bons ministres à côté de Biya, même si aujourd'hui, on ne les voit pas beaucoup. Il n'y a pas un côté de bon, que c'est seulement l'opposition, il y a les bons. Et dans le gouvernement, c'est seulement des mauvais. C'est vrai que dans le régime du RDPC, 95% sont mauvais. Mais les 5% qui sont là, et même les autres, dans la réconciliation, il faudrait prendre en considération tout un chacun. Comme le démontre aujourd'hui, ces jeunes au Tchad qui donnent des leçons à notre vieux Biya. Maurice Kamto étant en prison avait dit qu'il était prêt à rencontrer Paul Biya pour discuter, pour négocier, pour dialoguer. Tout un juge français, tout un avocat français, Moretti, il est arrivé aujourd'hui le ministre de la Justice pour lancer à la radio, à la télévision, devant la presse écrite, devant le monde entier, que M. Maurice Kamto demande le dialogue, demande la discussion avec Biya. Mais les attendants dit. Et les autres, ils ont refusé le dialogue. On a refusé le dialogue avec les anglophones. Nous en sommes où? Biya n'a pas gagné, les anglophones n'ont pas gagné. Et voilà le Cameroun qui ne fait qu'aller au fond. Au fond. Ceux qui savent dialoguer, ceux qui savent ramollir leur position, ceux qui savent prendre en considération leur adversaire, font de la politique. Ceux qui vous disent que ce soit avec un homme politique d'un autre camp, c'est la trahison. Ceux qui vous disent que ça ne sert à rien la réconciliation, que c'est la vengeance qui est des règles, ceux-là ne font pas de la politique. C'est de la politicaillerie.